Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Des hommes qui rappellent aux femmes les rendez-vous de consultation prénatale, l'alimentation du nouveau-né au lait maternel et bien d'autres gestes utiles. Ils sont 6 et forment le Club des Pères. On va à leur découverte dans le Septentrion, au nord-est du Bénin précisément, pour réaliser leur impact dans la réussite de la nutrition infantile dans leur localité. Repas de fête en commun, ambiance conviviale et don de vivre pour tenir au front terroriste. C'est la manière qu'il a plu à Barthélemy Kassalusé pour fêter 2025 avec les soldats dans la Pendjari. La cérémonie festive organisée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est tenue le jour de l'an. Les peines des conducteurs de taxi de Djougou nous préoccupent également dans cette édition. Ils se plaignent de l'amenuisement de leur marché face à la concurrence déloyale des bus au coût de transport plus abordable et préférés par les passagers depuis quelques années pour allier Cotonou. En ouverture de ce journal, un magazine qui nous emmène dans le département du Borgou, à 363 km de Cotonou. On va à la découverte d'une organisation spéciale appelée le Club des Pères. Ce sont des hommes de la localité de Koukiri, dans l'arrondissement de Tchatchou. Ils ont décidé d'accompagner leurs épouses et toutes les femmes de leur village dans l'amélioration de la santé collective et surtout de la nutrition infantile. C'est un club mis en place par l'UNICEF via l'organisation non gouvernementale Sciences 100 qui les a formés. Ce reportage est un avant-goût, bien sûr, de l'intégralité à suivre juste après ce journal. Commune de Tchao, à plus de 360 km de Cotonou au Bénin. Dans l'arrondissement de Tchatchou, c'est une danse de victoire qui s'exécute ici à Koukiri. La victoire du village de Kenoupanou sur la nutrition infantile. Ces hommes au devant de la scène sont les véritables leviers de ce changement. Réunis au sein d'une organisation baptisée le Club des Pères, ils s'investissent au quotidien aux côtés des femmes pour l'amélioration du cadre sanitaire de leur village. Ce club des pères est constitué de 6 pères, mais derrière ces pères, il y a d'autres pères qui adhèrent à cette idéologie. Donc le premier père, il s'occupe de sensibiliser les femmes enceintes sur les rendez-vous de CPN et tout ce qui va avec. Le second père, il s'appelle papa mise au sein précoce, c'est-à-dire quand l'enfant naît, il faut lui donner le premier lait qui est riche en colostrum dans l'heure qui suit la naissance. Donc lui, il sensibilise les femmes enceintes en amont pour que une fois dans la salle d'accouchement, quand l'enfant naît, même si la sage-femme oubliait, qu'elle le lui rappelle poliment pour qu'elle puisse donner son enfant, ce premier lait très très précieux à son enfant. L'allaitement maternel exclusif suit. Donc on a un papa qui s'occupe de ce volet, l'allaitement maternel exclusif. Il conseille toutes les mères qui ont des enfants de 0 à 6 mois à ce qu'elles donnent et rien que le lait maternel à leur enfant. Donc, après 6 mois, le lait maternel seul ne peut plus suffire pour couvrir les besoins de l'enfant. Donc il faut apporter une alimentation complémentaire adéquate. Et selon les tranches d'âge, il y a les normes qu'il faut respecter pour ne pas donner ce qu'il ne faut pas à l'enfant. Après ça, on a un papa qui s'occupe du volet vaccination. Il faut que les enfants soient vaccinés parce qu'on a dit que la nutrition sans la prise en compte des pathologies, ça revient au même. Surtout qu'elles ne comprennent pas français, elle leur rappelle quand est-ce qu'il faut qu'elles aillent faire les vaccinations et tout le reste. Après ça, on a un dernier papa qui s'occupe du volet hygiène. Il s'occupe de l'hygiène environnementale, de l'assainissement, tout ce qui va avec. Chaque ménage dispose de latrines. Ils ont mis en place des interventions, des initiatives communautaires comme les jardins de cases, même les jardins communautaires. Et surtout, il y a ce fort engagement communautaire à travers l'existence des groupes de soutien et des clubs de pères. Le Club des Pères démontre que la mobilisation des hommes dans des rôles traditionnellement associés aux femmes peut transformer la dynamique familiale et communautaire. En soutenant les femmes dans leur parcours, ils ouvrent la voie à des comportements plus sains et à un véritable partage des responsabilités parentales.
On s'est rendu compte que lors des visites à domicile, quand on retient les petites actions faisables avec les mères, la prochaine visite, on se rend compte que la mère n'a pas vraiment... elle n'a rien fait de tout ça. Si c'est par exemple aller faire la vaccination, elle va te dire que son mari n'a pas donné l'ordre. Ou bien si c'est pour aller faire une CPN, elle va te dire que son mari n'a pas donné l'ordre. Donc on s'est dit, il faut qu'on implique les pères, il faut qu'on leur dise le bien fondé de la nutrition sur le développement de l'enfant dans l'immédiat et dans l'avenir. Comme ça, ils pourront nous aider à soutenir les bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Baru tawala do wawa olota nemo otogina nemo odila jangi de tonon joni ena oa de ere muru gamera wala esanne. Nous sommes arrivés à avoir des localités qu'on a essayé de traduire à travers un modèle qu'on appelle les villages propres avec 0 enfant malnutri. Je prends le cas de cette localité qui est Koukiri. Nous étions à une prévalence de 32% de la malnutrition aiguë. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que tous les enfants qui sont ici sont en bon état nutritionnel grâce aux interventions de Scienson dans cette communauté. Grâce aux formations dispensées par l'UNICEF et ses partenaires pour accompagner le gouvernement du Bénin dans sa vision de santé communautaire, le Club des Pères ne se contente pas d'accompagner. Ces hommes deviennent donc de véritables ambassadeurs de changement. Un engagement qui, au-delà de la nutrition et de la santé, stimule également le développement d'un cadre de vie plus équilibré et harmonieux pour tous. Les soldats engagés dans l'opération Mirador sur le site de Daga dans la Pandjari ont célébré avec faste la nouvelle année 2025. À leur côté, un invité surprise, le député Barthélémy Kassa, en compagnie du préfet de l'Atakora, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, est allé doper le moral de la troupe en ces moments de fête. Alassane Harouna pour les précisions. En cette matinée du 1er janvier de l'an 2025, l'honorable Barthélémy Kassa, depuis cette position militaire de Daga dans la Pendjari, en mode cuisinier. Quelques coups de pilon pour l'igname pilé, le voici ensuite devant la marmite de Amior, mais choisi pour la troupe en ce jour de fête. Commandant! Monsieur l'honorable, madame le préfet, vous voyez la joie de mes soldats, la joie que nous exprimons aujourd'hui à votre vue, que vous soyez à nos côtés. Nous ne nous sentons pas seuls en ce jour du premier de l'année. Nous savons que vous êtes avec nous, vous nous accompagnez. En compagnie des autorités préfectorales et communales, l'homme du peuple a choisi de passer ce premier jour de l'an aux côtés des forces de défense et de sécurité engagées dans l'opération Mirador. 2024 vient d'être bouclé et grâce à vous, nous sommes là. Alors nous sommes venus pour vous témoigner la proximité du chef de l'État. L'instant d'une visite des différents compartiments de cette position militaire, voici le premier vice-président de l'Assemblée nationale, partageant en toute humilité et dans la convivialité le menu du jour avec toute la troupe. Il y a 2-3 jours, le père de la nation lui-même, le chef de l'État, Patrice Talon, a manifesté à votre endroit la reconnaissance de tout le peuple béninois en allant dans la caserne à Alada pour déjeuner avec vos frères d'armes qui sont là-bas. Moi, j'étais déjà à la position de Dassari. Je me suis dit encore une fois de plus
en dehors de ce que le président a fait à Alada, nous sommes ici à la vraie position, chaude. Cependant, c'était froid. De là-bas, on pense que c'est très chaud. Mais nous voici ici. On vous a vu le moral très haut. Franchement, nous dormons de mieux en mieux et on vous en félicite. On ne peut pas dire cela sans remercier le gouvernement. Je le dis toujours, ça aurait été notre gouvernement. Cette volonté que nous notons, on ne l'aurait pas forcément remarqué. Pour permettre à ces vaillants soldats de continuer la fête tout en restant vigilants sur le champ des combats, un lot de vivres leur est offert. En effectuant le déplacement sur cette position militaire au nom de toute la nation, ces autorités viennent ici doper le moral de la troupe, plus que jamais déterminée à combattre les forces du mal. Vous les avez vus sur ces images des femmes au front terroriste. Eh bien, de plus en plus, ces dames travaillent à mériter effectivement le statut d'être égal en droit à l'homme. Cela se remarque à travers des tendances observées dans nos villes, avec des femmes qui exercent des métiers exclusivement réservés aux hommes par le passé. C'est le cas de Sylvia Prudencio, qui répare des chaussures. Elle totalise plusieurs années d'expérience, faisant d'elle une véritable cordonnière. Shoesmaker, comme on aime bien les appeler souvent dans les rues de Cotonou et environ. Marlène Azinogbe nous amène à la découverte de cette jeune dame. Suivons ensemble. Il n'y a pas de sot métier, dit-on. Sylvia Prudencio, mère célibataire et réparatrice de chaussures dans le 10e arrondissement de la ville de Cotonou, en est la preuve palpable. À première vue, le doigté qu'elle applique sur les objets qu'elle doit réparer, on dirait qu'elle s'est fait former. Mais dans le fond, Sylvia Prudencio n'a jamais suivi une formation dans ce métier qui lui permet de joindre les deux bouts au quotidien. C'est parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés que j'ai commencé à exercer ce métier. J'ai eu un copain qui réparait les chaussures. Ce dernier ne nous nourrissait pas, mes enfants et moi. Mais j'avais l'habitude de le suivre quand il travaillait. J'observais ses faits et gestes. Je n'ai pas appris ce métier. Frustrée par son comportement, j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'y essayer. Toujours matinale, cette jeune dame exerce ce métier que d'aucuns qualifient de métier d'homme. Connue pour son travail bien fait avec finesse et minutie, elle est très sollicitée. Au début, j'avais honte, mais cela ne m'a pas empêché de continuer. Quelques années après, les clients affluaient. Cela fait près de 10 ans maintenant que j'exerce ce métier. Généralement, les premiers clients s'amènent vers la réparatrice de chaussures en début de matinée et pas de répit pour le reste de la journée, confie-t-elle. Après les salutations et explications du client sur la qualité du service qu'il recherche, on passe à l'étape des négociations pour ce qui est du coût de la prestation. Je viens de temps en temps voir madame pour lui proposer mes chaussures qu'elle essaie de réparer et je suis souvent satisfait. Je l'ai connue quand elle était de l'autre côté, elle était sur l'autre voie. Bon, c'est juste quand je viens en ville, je cherche quand même des gens et pour me réparer mes chaussures. Bon, il faut essayer quand même un jour, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et je pense que je suis toujours satisfait de ces services. Sylvia Prudencio ne s'occupe pas que de la réparation des chaussures endommagées. Elle les entretient avec les cirages et autres astuces dont elle est la seule à détenir le secret. C'est d'ailleurs ce qui marque la différence entre son service et celui que proposent d'autres du même domaine. Je réfléchis et j'utilise beaucoup de techniques pour satisfaire mes clients.
Je ne sollicite personne d'autre pour m'aider, je répare les chaussures moi-même. Certains clients disent que je suis un peu chère, mais je leur explique que le prix est proportionnel à la qualité du travail que je leur rends. Ils essaient parfois de me duper. Les recettes quotidiennes de la shoemaker tirées de son travail lui permettent de subvenir à ses besoins et ceux de ses 2 enfants dont elle a la charge. Pour elle, le métier qu'elle exerce nourrit son homme. Il y a quelques années, je faisais 8 000 francs par jour comme recette. Aujourd'hui, je suis pratiquement à 5 000 francs par jour. Il y a des jours ou des semaines au cours desquelles je n'ai pas de clients. L'essentiel pour moi, c'est de nourrir mes enfants, payer leur scolarité et mon loyer. Dans cette satisfaction qu'elle affiche se cachent des difficultés qu'elle tente de résoudre au quotidien. Je rencontre d'énormes difficultés dans ce métier. Les aiguilles me déchirent les doigts, le marteau me blesse, c'est très compliqué, mais vu que c'est cela qui me nourrit, je m'y fais. Surtout quand il s'agit de coudre les ranges, c'est plus difficile. Je ne me décourage pas au vu de cela, car je n'ai vraiment pas le choix. Je rends juste grâce à Dieu au quotidien. Dans un monde en pleine évolution, où le marché de l'emploi devient de plus en plus exigu, chacun se ferait son chemin pour assurer sa survie. À notre magazine dans cette édition, on fait souvent usage de tiges coton ou de divers accessoires pour nettoyer les oreilles. C'est une ignorance, hein? Une méconnaissance aussi par endroits. Cette pratique est déconseillée par les spécialistes. Ces gestes peuvent gravement endommager l'oreille, qui est un organe très sensible. Comment doit-on alors faire l'hygiène des oreilles, les bonnes pratiques dans ce reportage? Pour mes oreilles, j'utilise coton-tige. Je prends le coton-tige et que je nettoie correctement l'intérieur pour faire sortir les cérumen. Comme Jacob, nombreux sont ceux qui utilisent le coton-tige, les bûchettes d'allumettes ou autres accessoires pour nettoyer leurs oreilles. Ce geste très vite arrivé à la moindre gêne au niveau des oreilles peut conduire chez le médecin ortho-rhino-laryngologiste comme ce jeune garçon qui est venu faire le lavage de ses oreilles ce matin. Il ressent des douleurs atroces et sa mère a décidé de l'amener en consultation. Parfois quand on finit le bain, j'ai l'habitude de prendre le coton-tige pour dire, parfois peut-être il y a de l'eau qui est rentrée dans l'oreille, donc c'est souvent comme ça, on procède au nettoyage des oreilles, mais j'ai constaté qu'il a certainement mis quelque chose dans l'oreille au moment où moi je ne suis pas là, ou bien au moment où il s'amuse avec ses soeurs ou son frère en question. Donc, ce qui a commencé par lui donner des malaises au niveau des oreilles, ce qui nous a amenés ici ce matin. L'oreille comporte 2 grandes parties, le pavillon et le conduit auditif. Un conduit qui a des propriétés qui lui permettent de nettoyer naturellement tous les débris qui se déposent au niveau de l'oreille. Il est inutile donc d'introduire un objet externe pour assurer sa propreté, martèle l'ortho-rhino-laryngologiste. À ce niveau également, il y a la production du cérumen qui est une substance protectrice de l'oreille. Donc, pour parler d'une hygiène au niveau de l'oreille, on dira qu'une bonne hygiène va consister à ne pas agresser l'oreille, que ce soit avec des produits d'hygiène ou des accessoires qui peuvent ne pas être adaptés. Ne pas respecter ces précautions, c'est exposer ses oreilles à des conséquences parfois irréversibles. On peut conseiller toutefois un nettoyage du pavillon. Là où il y a les reliefs au niveau du pavillon, on peut faire le nettoyage et cela, ça peut se faire quotidiennement lors des bains avec l'éponge et du savon. On peut laver le pavillon et rincer à l'eau propre, puis après assécher avec une serviette propre. Par contre, ce n'est pas conseillé de nettoyer le conduit pour ne pas agresser le conduit et créer des infections
par l'agression. Donc, il faut respecter le fonctionnement auto-nettoyant du conduit auditif externe. L'oreille est un organe complexe important du corps humain. Elle reçoit des informations sonores et les transmet au cerveau pour les analyser. Elle nous permet de communiquer avec l'environnement qui nous entoure. Vous savez donc quoi faire maintenant. Eux, ils se plaignent de plus en plus de manque de clients. Les voyageurs préfèrent souvent les bus à leur taxi. Les rares passagers qui leur restent ne sont que des commerçants et petits marchands environnants. Les plaintes des chauffeurs de Djougou sont enregistrées par l'une de nos équipes descendues sur le terrain pour constater leur situation. Voici le reportage que nous produit ici Ulrich Gaba et Deron Kwevi. 6h45. Le soleil darde ses premiers rayons sur la ville de Djougou dans le département de la Donga. Sur la gare routière centrale, dans le 2e arrondissement de la commune, c'est déjà l'heure des gros chargements. C'est le seul moment de la journée où les chauffeurs sont heureux, puisque la clientèle s'amenuise au fil des jours. Une situation qu'ils dénoncent au quotidien. On remercie Dieu avec la sécurité et le gouvernement qui l'a fait. On est à l'aise sur la voie. Mais pourtant, c'est l'affaire de passagers qui nous manque. Nous n'avons pas de passagers. Nous n'avons pas de passagers, surtout les passagers, nous n'avons pas de passagers. Bon, nous, en tout cas, nous, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de passagers. Même il n'y a pas de passagers. Dans la gare, comme il n'y a pas de passagers, des fois on reste jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir, sans trouver pas de passagers. Nous, on est dans la gare, les passagers ne viennent pas. Ils sont au bord de la voie. Et pour les syndicats, faire des moyens pour que les véhicules reviennent à la gare. Mais ils sont en train de revenir à la gare un peu. Le repas s'est organisé un peu. Cette rareté de la clientèle s'explique selon certains conducteurs par l'impatience des passagers à attendre longtemps sur les gares routières le temps que le véhicule soit plein. D'autres estiment que le problème se trouve dans la prolifération des bus qui désormais occupent toutes les heures et presque toutes les destinations. À cela s'ajoutent d'autres difficultés que les acteurs des transports n'hésitent pas à souligner. C'est parce que là, sur la voie, il y a des difficultés à faire des douaniers. C'est pourquoi les passagers ne viennent pas à l'autogare. Parce que quand ils vont venir prendre les choses, arriver sur la voie, les gens vont prendre leurs marchandises sur la voie. Les douaniers vont prendre les marchandises. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de passagers. Les passagers ne viennent plus à la gare. Et tous les passagers sont revenus envers les bus. Puisque le bus, les douaniers n'arrêtent pas le bus. Donc les passagers sont obligés de rentrer dans le bus et laisser les petits véhicules. Parce que quand les petits véhicules prennent, c'est les douaniers il va avoir des difficultés avec les douaniers. Mais le bus, lui, il est à l'aise. C'est pourquoi tout passager maintenant c'est bus. C'est la désolation dans le rang des conducteurs de taxi. Ils ont soif d'un vent nouveau pour réorganiser leur secteur et permettre aux acteurs de jouir de leurs activités. Ils espèrent que demain sera meilleur. On va finir ce journal. Le tournoi Petit Camp organisé au quartier à Marie de Kouandé a connu son épilogue. L'initiative de Marius Gounou a réuni 15 équipes au départ. Le promoteur vise la mobilisation de la jeunesse de la localité autour du sport roi en vue de promouvoir des valeurs de vivre ensemble. Pour la grande finale, les gladiateurs et les pompistes se sont affrontés. Retour sur les temps forts avec Abdou Sahabi Idrissou. Une scène de liesse des supporters et joueurs de l'équipe des gladiateurs, vainqueurs de la première édition du tournoi de Petit Camp organisé au quartier Marie à Kouandé. Avant d'en arriver à ce sacre, les tenants du titre vêtus en bleu ciel ont affronté l'équipe des pompistes en vert au cours de la finale dont le top est donné par le promoteur et ses invités de marque. Qui a lancé la balle. Et oui, lance. Ah oui, c'est le promoteur, monsieur Marissa. C'est Robert Gounou qui lance. Et c'est parti, merci beaucoup. Une seconde d'ovation, s'il vous plaît. C'est parti pour 2 fois 30 minutes de jeu. Pampis récupère avec le 14. 14 toujours, pas pour longtemps. Passe décisive et tir cadré. Les gladiateurs ont dominé leurs adversaires qui ont opposé une résistance farouche sur toute la ligne. Toujours gladiateur. Il faut l'intervention. Quelle intervention. 0 but partout.
C'est le score qui a sanctionné les 60 minutes de jeu. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour que les gladiateurs viennent à bout des pompistes à l'évidence moins en jambes. Je rends grâce à Dieu pour la foi qu'il m'a donnée du début jusqu'à la fin. Longue vie au promoteur de ce tournoi pour la première édition à Kouané. Paris gagné pour le promoteur qui a ainsi offert un cadre idéal de divertissement et de promotion du football local. Je voudrais, avant de placer mon mot, remercier les sages qui sont venus soutenir l'événement. Remercier le promoteur, M. Gounou Marius, qui est un jeune exceptionnel pour moi. Il faut d'abord l'applaudir. Grâce à cette initiative, Marius Gounou a pu mobiliser la jeunesse autour du sport roi. Je pense quand même individuellement, chaque équipe qui a pu participer a constaté de façon personnelle ce qu'il vaut en termes de football et ce qu'il vaut en termes de jeu collectif. Donc vous l'avez constaté. Et en passant, vous constatez tout ceci et ne peut pas être une réussite sans un comité d'organisation que je remercie sincèrement. L'équipe sacrée championne enlève ainsi le géant trophée, une enveloppe financière et des jeux de maillot. L'équipe vice-championne qui n'a pas démérité repart avec des lots de consolation. Ce journal est à son terme. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end sur Canal 3 Bénin.